Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Et dans cet épisode, je reçois Richard Alcamo. Bonjour. Bonjour. Alors, Richard, toi, tu as longtemps cherché ta voie avant de tomber en amour pour un métier. Je n'en dis pas plus. Mais pour toi, c'était quand même pas une évidence quand tu étais jeune. À quel âge tu as commencé à travailler et dans quel domaine ? Alors, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Et dans le domaine de la vente, de tout ce que je trouvais, on va dire, à cette époque-là. Donc j'ai fait agent de sécurité, maître chien, si on peut dire ça, sans diplôme, sans rien. Je bossais un peu où je pouvais, sans vraiment savoir ce que j'allais faire ou où j'allais exactement. T'avais pas poursuivi tes études parce que t'avais pas le goût pour ça, parce que t'avais pas l'opportunité, parce que tu savais pas ce que tu voulais faire ? Alors j'avais pas le goût pour ça, et le problème du domaine de l'électrotechnique, donc de l'électricité et de la maintenance industrielle, c'est que si on va pas plus loin que le bac, en fait, on ne fait absolument rien. Et j'avais postulé donc chez EDF, et EDF m'ont dit vous avez le profil, vous avez tout ce qu'il faut, sauf que vous n'avez pas l'expérience. Mais à 20 ans, on ne peut pas avoir d'expérience parce qu'on sort des études. Donc ça m'a mis un peu, ça m'a jeté un petit froid dans ce domaine-là. Donc j'ai commencé à partir à bosser où je pouvais, on va dire. Et la logistique, c'est arrivé à quel moment ? Alors la logistique, c'est arrivé au moment où il fallait vraiment que je bosse. Et vu que de là où je viens, donc de Salon de Provence, on a des gros entrepôts de logistique. Donc j'ai eu l'occasion de rentrer en intérim parce que il fallait bien que je travaille. Et finalement, de fil en aiguille, ça m'a un peu éclaté. Ils ont vu le potentiel que j'avais au niveau sérieux, au niveau travail et au niveau compétences. Donc ils ont décidé petit à petit, au fil des années, de me faire évoluer. Donc j'ai gravi les échelons, un à un, tout seul comme un grand, on va dire, avec mes capacités. Et après, je suis passé de préparateur de commandes à cariste, chargeur, à chef d'équipe, à chef de service. Et voilà, tout ça sur 9 ans. C'est ce qu'on appelle presque un plan de carrière sans que tu l'aies vraiment décidé, en fait. On va dire ça. Ça. C'est ça. Mais après, on m'a toujours dit que j'avais un certain leadership. Donc, en fait, j'ai tendance à me mettre devant et à essayer de guider les gens ou de les pousser. Donc, au final, en fait, j'allais dans le bon sens pour ce métier-là. Tu avais finalement prouvé qu'on peut y arriver même sans trop de diplôme. Voilà, c'est ça. On peut aller loin. Je pense qu'on peut aller loin sans diplôme. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment ne rien lâcher et être passionné et faire ce qu'on fait à fond. T'avais été à fond, justement, peut-être un peu trop à fond, et du coup tu fais un burn-out, c'est ça ? C'est ça. C'est au bout de 9 ans et demi, je me rends compte qu'en fait, la direction avait des directives pour moi et que moi je ne pouvais pas donner à mes gars parce que c'était irrationnel, c'était illogique de les faire cravacher, mais tout en, on va dire, sans rien leur donner en retour ou autre. Moi, je peux pas ça. C'est moi, si mes gars bossent, il faut qu'ils soient récompensés. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec ça et j'ai eu beaucoup d'accrochages avec la direction que j'ai eu en dernier. Donc, j'ai commencé à partir en burn-out et à craquer littéralement, en fait. Donc, j'ai tout arrêté. T'étais plus aligné avec les valeurs de l'entreprise à ce moment-là ? Non. C'est les valeurs que j'avais en tant que chef d'équipe et après en tant que chef de service n'étaient plus du tout les mêmes. Donc pour moi, qu'on soit chef, responsable ou autre, il faut qu'on reste sur sur sa propre logique ou sur sa longueur d'onde à soi. Et là, j'arrivais plus à être on va dire en osmose avec ce que je pensais moi. Je faisais un travail alimentaire en disant, bon les gars, faut cravacher, mais après vous aurez rien à la fin du mois, mais on s'en fout. Et ça marche pas comme ça avec moi, donc je pouvais plus travailler comme ça. Donc du coup, tu t'arrêtes ? Donc du coup, je m'arrête. Je suis allé voir mon médecin, on en a discuté, donc ça a été clair que c'était un burn-out. Donc j'ai négocié le licenciement. Et après, je suis parti comme tout le monde à Pôle emploi. Et de là, en ayant une conseillère qui était plutôt sympathique,
que je remercierai, je pense, jamais assez. On a commencé à discuter de ce que je voulais faire après. Je lui ai dit, moi, j'ai envie de repartir dans l'électricité, dans mon domaine d'origine, repartir sur quelque chose de manuel, où je pars de zéro, où je fabrique quelque chose, où je fais quelque chose de mes 10 doigts. Parce que logistique, on ne fait rien de ses 10 doigts et ça me manquait. Donc, on a commencé à chercher dans le domaine du nautique. Peut-être à Montpellier, on n'est pas loin. Mais le nautique, il n'y avait rien. Et en fait, tout d'un coup, elle m'a sorti un jour, elle m'a demandé un rendez-vous. Elle m'a dit, écoute, j'ai entendu parler d'une formation. Elle fait, ce serait parfait pour toi, ce serait technicien camping-car. Ne connaissant rien au camping-car, je savais même pas qu'il y avait un diplôme de technicien camping-car. Et de là, en fait, je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à faire la formation pour adultes, à postuler. Et forcément, ayant un diplôme d'électricien, un BEP SAP en électricien, ça aide largement pour être technicien. Donc après, j'ai fait cette formation-là pour me reconvertir dans ce domaine que je ne connaissais absolument pas, en fait. Qu'est-ce que tu cherchais en revenant à un côté manuel comme ça? C'était le côté retrouver du sens dans ce que tu faisais? C'était le côté artisan qui te plaisait? C'était quoi? C'était retrouver du sens. Besoin de faire quelque chose qui a un sens pour moi. Qui a un sens pour moi et qui a un sens utile pour la personne pour qui je vais le faire. L'électricité, il y a un sens utile. L'électricien vient, il met l'électricité, finalement, en résultat, il y a la lumière qui vient. Donc c'est génial. On va dire c'est bête, mais les gens le voient bêtement, mais tout ce qui nous entoure marche à l'électricité, mais s'il n'y avait pas d'électricien, ça ne marcherait pas. Donc je voulais repartir dans ce sens-là, dans le sens où on crée quelque chose. C'est l'utilité, en fait. Voilà, être utile aux gens. Et de dire, je vais faire quelque chose pour les gens parce que j'ai besoin de leur offrir quelque chose, de leur proposer quelque chose. Et donc, j'ai fait cette formation en disant, c'est super, on va être en concession de camping-car, je vais proposer des options, Donc, c'était un peu moins, on va dire, un peu moins rêveur que ce que je pensais. C'était un peu moins intéressant en concession. Parce que c'est toujours le même problème des grosses entreprises, il faut que ça ait du rendement. Et moi, le rendement, j'avais assez donné. Donc non. Donc, j'ai fait ma formation. Et après ma formation, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 4 mois avec un aménageur de vannes. Qui en fait, ça faisait 20 ans qu'il faisait ça, il m'a appris le métier. Donc, ça consiste en quoi, aménageur de vannes? Même si j'ai une petite idée. Alors, aménageur de vannes, c'est rien de compliqué, on va dire. On parle d'un utilitaire tout banal que tout le monde peut acheter, à le transformer en un véhicule de loisir ou pour les professionnels adéquat, on va dire, correspondant à ce qu'on a besoin. Ça veut dire, si les gens veulent une douche, on met une douche. S'ils veulent de l'eau, du gaz, de l'électricité, des fenêtres, un toit relevable, ce que, par exemple, je fais actuellement sur un camion. Lui rajouter des options pour que ce ne soit plus un utilitaire tout basique. En fait, le transformer pour que les gens, quand ils ouvrent leur camion, ils disent « c'est mon camion, il est beau, parce qu'il est aménagé comme j'ai envie ». Et c'est ça, en fait, que j'ai commencé à découvrir avec lui et que j'ai voulu faire, en fait. Et c'est cet amour-là, en fait, que j'ai pour ce métier-là. Ouais. C'est cet amour, cette passion que j'ai pour ce domaine-là, où dire, on part d'un utilitaire que tout le monde peut avoir, à quand on ouvre les portes, c'est plus l'utilitaire qu'on a vu de l'extérieur. C'est totalement autre chose. C'est marrant parce que tu utilises vraiment le mot amour. On sent qu'il y a une vraie passion pour ce métier. Qu'est-ce qui te séduit dans le fait de rendre comme ça hyper personnalisé ces véhicules? C'est que déjà, pour moi, chaque personne est unique. Donc, si chaque personne est unique, un camping-car d'usine où vous avez 10 000 exemplaires en vente ne vous correspondra pas forcément à tout le monde. Il correspondra à la moyenne, aux 51% des Français, mais pas aux 49 autres. Voire même les 51%, s'ils arrivent à se convaincre. Mais finalement, le faire en sur-mesure, ça me permet de proposer aux gens ce qu'ils ont envie. Donc, je donne des exemples simples. Quand les clients viennent me voir, ils me disent « Ah ouais, mais qu'est-ce que vous pouvez personnaliser? Mais vous voulez 500 tiroirs, je vous mets 500 tiroirs. Vous voulez un camion rose, on fait un camion rose. » Moi, je m'en fous. C'est pas à moi qui doit plaire le camion, c'est au client. Je ne peux que les conseiller sur ce qu'ils mettent dedans, mais je ne peux pas aller plus loin. C'est à eux de décider, de dire « Oui, je veux ça, je veux ça. » Moi, je les aiguille, je leur dis « Attention, ça c'est bien, ça c'est moins bien. » Mais à côté de ça, le côté couleur, personnalisation, je rentre pas dans ce domaine-là. Tu dis jamais non. Ah, voilà, c'est ça. Moi, je dis jamais non. Moi, les clients, s'ils me disent je veux du bois, je veux du stratifié en rose bonbon, vas-y, on fait un camion Barbie, ça me dérangera pas, je vais m'éclater. Tant que je m'éclate et tant que le client est content, c'est tout ce qui me va. Et pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat? C'est venu comment? Parce que tu aurais pu continuer chez ce camping-cariste qui t'a appris le métier. Alors, oui et non.
Non, parce que il m'avait pris que pendant quelques mois, donc j'ai juste eu l'occasion de me former. Après, j'ai trouvé d'autres employeurs, sauf que je me suis rendu compte au fil des années que je me formais, que c'était moi qui recevais les clients, que je leur proposais tout, je listais tout, je rentrais le soir chez moi avec mes enfants et ma femme, je continuais de préparer la liste du matériel et compagnie, et le matin j'arrivais, je donnais au patron, et le patron il encaissait. Donc arrivé un moment, je me suis dit, je suis peut-être pas plus bête qu'un autre, et pourquoi pas moi me lancer dans l'entrepreneuriat. Malgré un manque de confiance, j'ai ma femme qui m'a commencé à mettre des coups de pied au cul, qui m'a dit vas-y, faut avancer là. Et après on me l'a dit, on me fait mais fais-le. Donc on a commencé j'ai commencé à y réfléchir, 1 fois, 2 fois, 10 fois, tout le temps. Et on m'a dit mais vas-y lance-toi. Donc j'ai commencé à réfléchir et à vraiment me dire eux ils y arrivent, n'importe qui y arrive, pourquoi pas moi. Et comment t'as démarré ? L'entrepreneuriat ? Ouais. Avec alors de l'idée, mais après il me fallait un coup de main. Donc j'ai commencé avec la chambre des métiers de l'Hérault qui m'a accompagné, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. En plus de ma confiance en moi qui n'était pas encore là, mais il me manquait quelque chose. Et je l'ai trouvé avec l'assaut des DTR, où j'ai pu enfin trouver un groupe et une formation qui m'a conforté sur mon idée. De quand je vois que moi j'arrive, je fais un plan, je dis ouais c'est sympa. Et quand je vois les gens qui passent, ils font mais t'es un dingue de faire ça, c'est fou. Pour moi c'est naturel. Mais des gens qui ne sont pas du tout de ce domaine-là et qui n'en mangent pas toute la journée, se régalent en fait à voir ça. Et ça m'a permis de me conforter sur cette idée. Donc pendant les 6 mois de formation, j'ai eu ce confort-là. Et j'ai eu d'autres idées, ils m'ont ouvert l'esprit sur plein de choses, donc ça m'a permis de tout revoir. Et d'appuyer ma confiance en moi en fait. Ça veut dire quoi pour toi être déterminé ? Pour moi, être déterminé, c'est de rien lâcher. De tout calculer, de tout observer, de tout voir, mais de rien lâcher dans tous les cas. C'est vraiment, on s'accroche et on lâche pas. Il y a que ça pour moi. C'est la détermination, c'est ça. On a une idée, on l'approfondit, on creuse. S'il faut creuser à la dynamite, on creuse. Mais on approfondit jusqu'au maximum. Et quand on voit qu'on a bien tout approfondi et qu'on est sûr et qu'on a sécurisé, on y va. C'est ça la détermination. Et c'est de rien lâcher tout le long. Tu as mentionné ta femme tout à l'heure. Oui. Elle occupe quelle place dans l'entreprise ? Alors, dans l'entreprise, officiellement, elle est salariée. Officieusement, elle est aussi autant patronne que moi parce qu'elle s'occupe de la paperasse et elle me booste un peu et compagnie. Donc, c'est plus mon associé qu'autre chose. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on est ensemble et même dans la société, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comment d'entreprendre en couple alors ? Alors, d'entreprendre en couple, on a l'avantage, c'est qu'on a chacun son atelier. On est j'ai un grand atelier, mais en fait, elle a son espace, j'ai le mien. Et elle a son domaine, son métier, moi j'ai le mien. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle est sellière garnisseuse. Donc, ça veut dire qu'elle fait la sellerie auto-moto et elle me fait mes coussins de vanne sur mesure. Donc, elle me donne des coups de main, mais elle a son métier de sellière à côté. Donc, ce qui fait qu'en fait, on se voit toute la journée, on parle toute la journée, mais on a chacun son domaine. Chacun son domaine, chacun son espace, chacun sa musique dans son coin, voilà. Donc, ça nous permet d'avoir quand même nos petits moments à nous, nos petits coins, notre petit espace. Tu t'es pas dit à un moment que ça pourrait être un risque d'entreprendre avec ton épouse ? Ouais, je me le suis dit plein de fois, on va dire. Je me le dis encore peut-être même. Mais de toute façon, la vie, c'est un risque. On peut pas rester en mode sécurité. Pour moi, ça fait partie de la détermination. Être déterminé, c'est aussi prendre des risques. Si on veut jouer à sécurité, dans ce cas-là, on se trouve un petit boulot, on bouge plus, mais on vient pas râler. Et moi, je suis un gros râleur. Donc, à râler en tant que salarié, je pouvais plus. Donc, je préfère râler en tant qu'entrepreneur. Moi, je sais pourquoi je râle maintenant. Tu râles après qui ? Beaucoup après moi. Énormément même après moi. Mais à côté de ça, on va dire, voilà, il y a un gros travail au corps. Et ça me permet, moi, de me remettre en question et de peut-être me dire, ça, je l'ai mal fait la première fois. La deuxième fois, je ne me ferai pas avoir. Quel est le projet que tu as accompli dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Je dirais avoir mon entreprise. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas du tout évident. Et n'était même pas une évidence, en fait. Pour moi, j'ai toujours été éduqué, trouve un boulot, fais un boulot et pose pas de questions. Mais ça marche plus. Que ce soit dans le monde d'aujourd'hui ou même pour beaucoup de gens, ça n'existe plus. Il y a très très peu de gens maintenant qui se calent dans un boulot qui disent « Ah, moi je bouge pas, je suis tranquille ». Maintenant, les gens ont besoin de s'épanouir.
Et moi, j'avais besoin de cet épanouissement où je me dis que je vais avoir des galères parce qu'être entrepreneur, c'est des galères. Mais à côté de ça, j'ai la satisfaction de le faire pour moi. Donc, au final, je pense que ça fait partie vraiment de ma plus grande fierté, c'est de me dire que je suis en train d'entreprendre et que petit à petit, je me fais connaître et que les gens m'appellent parce que on a vu votre nom, on a vu ce que vous faites, c'est sympa ce que vous faites. On vient vous voir. C'est ça. C'est vraiment ça pour moi, ma plus belle réussite, on va dire, professionnelle, ça reste ça. Ça reste cette entreprise qui, pour moi, est plus que c'est un bébé, en fait. Je te laisse le mot de la fin. Quel message est-ce que tu veux faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, le message que je passerai, ce serait vraiment faites-vous plaisir. Faites vraiment ce qui vous donne envie. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, ne vous faites pas de descente morale par les autres, faites vraiment ce que vous voulez faire. N'écoutez pas les gens, ne restez pas dans le côté négatif ou dans la non-réussite. Avancez et faites les choses comme vous avez envie de les faire. Merci beaucoup Richard Alcamo d'avoir été l'invité de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez vous abonner, liker, partager. Je suis sûre que très prochainement nous nous retrouverons pour un prochain épisode, un nouvel épisode. En tout cas, un grand merci aux équipes de Bismart, des Déterminés et de 6e Son qui nous a gentiment accueillis pour l'enregistrement de cette première saison. D'ici qu'on se retrouve pour une deuxième saison, eh bien vous aussi, soyez déter.